Je suis venu à Rome ce mois de février pour mettre en forme le tome 3 de la correspondance du père Galabert, qui va porter sur 3 années, 1865, 66 et 67, qui sont 3 années importantes dans le projet missionnaire de l'Assomption en Orient. Car vous le savez, après avoir longtemps demandé au père d'Alzon des auxiliaires féminines pour cette mission, et devant l'attitude assez réservée des religieuses de l'Assomption, le père d'Alzon va passer à l'action. Le père d'Alzon va décider, ceci c'est en février 1865, de commencer une nouvelle fondation religieuse à Nîmes, dans un petit logement loué. Mais malheureusement, les 3 personnes sur lesquelles il comptait, Isabelle de Mérignargues, Eulalie de Régis, Pauline Sagnier de Lamagnac, ces 3 personnes vont faire faux bond, et le père d'Alzon va se trouver sans solution devant son projet de fondation. Mais ce qui va le sauver, c'est l'action missionnaire de religieux dans la région du Vigan, le père Saugrain est maître des novices des Assomptionnistes, avec 2 autres religieux, le père Raphaël Jourdan, le père Vincent Chêne, et il trouve dans la région des Cévennes de possibles vocations pour cette fondation d'une mission en Orient et dans la propre fondation du père fondateur. Et c'est comme ça qu'au mois de mai 1865, le père d'Alzon va ouvrir officiellement la maison de Rochebelle, Notre-Dame de Bulgarie. Ainsi est le titre qu'il lui a donné pour bien marquer le but apostolique et missionnaire de cette fondation. Évidemment, au départ, il n'a pas d'aide directement de la part des jeunes filles. Il faut les former. Et donc, il va demander à Marie-Eugénie de lui prêter une religieuse comme formatrice de ces jeunes filles cévenoles qui sont dans un nombre variable, mais qui vont osciller entre une dizaine et une vingtaine. Dans cette maison d'un quartier du Vigan que l'on appelle Rochebelle. Cette maison se trouve sur le bord de la route et existe toujours. C'est une location. Ce qu'il y a de particulier, c'est que, bien sûr, c'est une congrégation qui a un fondateur, mais qui n'a pas encore de fondatrice. Elle naît sans le concours de celle qui est présumée par le père d'Alzon comme future fondatrice. Car le père d'Alzon a son idée, il a fait choix d'une jeune fille de la bourgeoisie nîmoise, fille d'un médecin, le docteur Charles Corançon. Et cette jeune fille qui lui a fait part de son désir de vie religieuse, le père d'Alzon pense à elle comme future fondatrice, alors que Marie Corançon, elle pencherait plutôt pour une forme de vie religieuse dans un couvent ou dans une forme d'organisation déjà faite. Mais progressivement, Marie va acquiescer à ce désir, et d'ailleurs elle-même va être intronisée comme supérieure générale des Oblates à Rochebelle en 1867. Et c'est assez intéressant, puisqu'en 1867, c'est précisément l'année où le père Galabert, qui est en Orient, vient faire un premier séjour, un premier voyage en France, en Occident. En effet, il est devenu conseiller théologien de son évêque, Monseigneur Popov, évêque des Bulgares unis, et c'est pour ça que Galabert maintenant vit à Andrinople, et non plus à Philippopoli.
eh bien, il accompagne son évêque durant l'été 1867, son évêque venant à Rome pour les grandes fêtes du bimillénaire, du martyre de Saint Pierre et de Saint Paul, apôtres fondateurs de l'Église de Rome. Et pendant que son évêque eh bien, participe à toutes ces célébrations, lui-même également, mais il en profite quand même pour aller faire un tour en France et surtout pour aller au Vigan, eh bien, voir ces jeunes filles qui sont promises à la future fondation des Oblates en Orient. Nous savons qu'il a rencontré personnellement Marie Corançon. Marie Corançon qui est une jeune fille. Elle est très jeune. Elle est née en 1842. Donc en 1867, elle a 25 ans. Et puis elle n'est pas encore formée. Le père d'Alzon l'envoie d'ailleurs précisément en 1867 auprès de Marie-Eugénie de Jésus à Paris pour qu'elle soit un peu initiée à la vie religieuse. Mais nous savons que le père Galabert bien, a pu converser avec elle et avec bien sûr les jeunes filles. Ce qui est dommage évidemment, c'est que nous n'avons aucun écho écrit des impressions, soit de Marie Corançon sur ce missionnaire assomptionniste, soit du père Galabert sur la future fondatrice et sur les jeunes filles du Vigan. Mais cela n'empêche qu'il repart en Orient, il repart le cœur gonflé évidemment d'espérance, puisque lorsque la formation de ces jeunes filles sera terminée ou assurée, eh bien le père d'Alzon lui promet de les envoyer immédiatement en Orient. Et c'est ce qui va se produire, mais seulement au mois d'avril ou mai 1868, ce sera le premier envoi de sœurs Oblates en Orient. Et très exactement, elles vont débarquer à Constantinople, et puis ensuite, après un voyage, alors là, pour le coup, qui a été raconté, assez particulier, un peu épique, sinon avec les incidents de ce voyage, eh bien, les religieuses vont arriver à Andrinople. Et c'est à Andrinople, qui est une ville turque, de la Turquie d'Europe, que les religieuses vont s'installer, c'est un grand mot, hein. Elles vont être hébergées dans un ancien bâtiment turc qu'on appelle le Mekhemet, qui était l'ancienne résidence de l'Aga des janissaires autrefois, et qui est un bâtiment assez peu commode, un peu délabré, mais enfin, c'est provisoire, et c'est là que s'installent les premières oblates. Mais très vite, très vite, les oblates vont ouvrir, selon les désirs évidemment de la mission et des besoins de cette mission, elles vont ouvrir une école, elles vont prendre en charge un hôpital qui sera aidé, financé par un riche commerçant, M. Louis Richard, qui était de Valence, et elles vont également ouvrir ensuite un dispensaire pour les remèdes, pour la population, disons, un peu déshéritée de cette partie d'Andrinople. C'est comme ça que ça commence petitement, mais avec une fonction d'enseignement. Il faut imaginer que ces sœurs qui ne parlaient que le français du Midi, eh ben, elles vont devoir se mettre aux langues du pays, c'est-à-dire au bulgare et au turc, et pour enseigner en français. Et puis, elles vont évidemment se mettre à arpenter les rues d'Andrinople au secours des gens qui ont besoin de leurs soins. Car nous savons que dans ce monde-là, il n'y a que des femmes qui peuvent pénétrer dans les maisons et, bien entendu, soigner des femmes. Voilà quelle est la première mission des Oblates. Et c'est pourquoi ce volume est très largement consacré à la présence novatrice des sœurs Oblates en Turquie, la Turquie de 1868. Et d'ailleurs, je remercie sœur Felicia d'avoir bien voulu ouvrir ce volume avec une préface, un préambule, qui donne un peu le ton à l'ensemble de ces lettres.
Alors pour le père Galabert, la nouveauté, c'est qu'évidemment, il doit maintenant se multiplier, enfin d'une certaine manière, entre en Philoppopolis et puis Andrinople, avec les conditions de voyage de l'époque qui sont des conditions difficiles, qui sont lentes, qui sont pénibles, fatigantes. Mais il réussit ce travail de jonction entre les deux communautés. Nous savons aussi qu'il a eu quand même un certain nombre de choses à régler, ou sur lesquelles il a été appelé pour ses conseils. C'est le remplacement d'un évêque à Philoppopolis, car l'évêque qui nous avait accueillis à Saint-André du Philoppopolis, cet évêque, Monseigneur Canova, est décédé donc en 1866. Et il faut pourvoir à son remplacement, ce qui ne va pas se faire tout de suite. Il va y avoir plusieurs propositions, etc. Et finalement, c'est le bras droit de Monseigneur Canova, un autre capucin italien, le père Francesco Domenico Reinodi, qui va être choisi comme vicaire apostolique de Philoppopolis, avec lesquels d'ailleurs les pères auront à travailler sur place dans sa ville épiscopale. Pour 1867, donc, ce qui est marquant, c'est bien entendu ce voyage en Europe de Galabert accompagné de son évêque, et il va récidiver l'année suivante, en 1868. Il va récidiver parce que se tient en septembre 1868 un chapitre général de l'Assomption, et le père d'Alzon tient absolument à la présence du père Galabert. Donc Galabert vient une deuxième fois avec son évêque en Occident, et cette fois-ci il participe pleinement au chapitre, et il apporte d'ailleurs ses propres conseils, son rapport, disons, sur l'activité apostolique naissante de l'Assomption dans cette région. Et nous avons encore dans nos archives les documents de la main du père Galabert, qui décrit, sont descriptifs, mais ils sont aussi prospectifs, c'est-à-dire voilà ce qu'il souhaite pour la mission d'Oran. Il souhaite bien entendu des personnes, il souhaite des hommes, et il souhaite des moyens, c'est-à-dire des moyens financiers. Nous savons que l'Assomption n'est pas très riche à ce moment-là, et qu'elle a beaucoup de difficultés financières. C'est pourquoi la mission en Bulgarie aura de la peine à se développer, parce que pour l'instant, manque à la fois les hommes et à la fois les ressources. Mais c'est une donnée assez constante dans toutes les entreprises de l'Assomption, sans qu'il soit besoin d'y insister particulièrement. En tout cas, en 1868, nous terminons sur cette belle image, cette joie qu'a le père Galabert de recevoir les oblates, de les installer à Andrinople et de pourvoir évidemment à leur première démarche pour la mission. Si les livres sont restés dans les collèges, même réquisitionnés par l'État, ou en tout cas, après la fermeture du deuxième collège, tous les livres sont partis chez les Sorantes au Vigan. C'est là qu'elles sont constituées un musée avec les choses du Père d'Alzon et tous les livres qu'on a récupérés à ce moment-là. Et c'est de là qu'ils sont venus ici maintenant la plupart. Mais il y avait des livres dispersés partout parce que quand on a fermé déjà à la mort du Père d'Alzon, des livres sont partis en Espagne par exemple. Nous avons au Chili au moins 2 livres qui sont venus par l'Espagne au Chili, qui avaient la signature du Père d'Alzon. Certainement en Belgique, en Hollande, il y a des livres qui sont partis au moment de la mort. À Paris, beaucoup de livres, le Père Picard a sauvé peut-être les livres de plus grande valeur, les a amenés à Paris. Alors ici on a essayé de rassembler depuis combien, 5 ans peut-être, on a commencé à... Alors je vous montre peut-être quelques livres seulement, parce que le Père d'Alzon était un homme d'études. Depuis tout jeune, déjà il donne la liste de ce qu'il étudiait au Vigan, à Lavagnac, après avoir fini les études à Paris. Et il a appris l'allemand, l'anglais, l'italien. Il dit qu'il a traduit des morceaux de Dante. Il
étudié les livres de patrologie en grec et en latin. Alors, une des choses les plus riches, ce sont les livres de la patrologie. Tout ça, c'est la patrologie grecque et latine. Combien de volumes ça fait? Combien? 200 volumes. Et vous voyez qu'ici, chaque volume a son nom. Ici, la leçon. La reliure venait déjà avec son nom. Parce qu'il a commandé le livre à un libraire à Paris. Et le libraire faisait la reliure aux abonnés avec le nom personnel. Alors vous voyez qu'il y a quelque chose de commun à ce que vous allez faire cette semaine, puisque vous travaillez sur vos structures de... Donc un grand merci pour cette présence d'Oblat dans la maison généraliste. Sans elle, nous serions certainement beaucoup moins heureux ici que nous le sommes. Un grand merci à vous. Nous vous remercions pour l'accueil que vous nous avez réservé. Dès l'entrée, dès ce matin, le Père Hospice nous a dit vous êtes les bienvenus, même avant, quand on a pris contact. Merci beaucoup de votre accueil, de votre fraternité. Et ce qui est caractéristique quand même à l'Assomption, c'est l'accueil et la joie d'être ensemble. Et je pense que nous sommes sur le même chemin de réflexion, d'organisation, et ça nous soulage, ça nous soutient beaucoup, le fait d'avoir en même temps le même chemin à faire, mais aussi le même désir d'avancer ensemble. Parce que c'est ça l'important. Voilà. Un grand merci de votre accueil, de votre soutien.